Molécules et fluorescence. Nous allons voir une notion de base comme la notion de fluorescence. Qu'est-ce qu'une molécule fluorescente? La conjugaison, les groupements exochrome et chromophore. Qu'est-ce que l'effet batochrome et l'effet hypsochrome? Qu'est-ce que l'effet hyperchrome et l'effet hypochrome? Le rendement quantique et les autres concepts. Toute molécule qui va absorber de la lumière à une longueur d'onde donnée et qui la réémet à une longueur d'onde plus élevée pourrait être qualifiée de molécule fluorescente. La différence entre la longueur d'onde d'absorption et celle d'émission est due au fait qu'il y ait une perte d'énergie. Cette perte est systématique. Pour rappel, une longueur d'onde est aussi une énergie. Avec l'équation, énergie est égale à Planck fois la lumière sur onde. Quant à la perte d'énergie, lorsque la molécule absorbe de la lumière, on dit qu'elle va passer d'un état fondamental 0, EF0, à un état excité. On va prendre par exemple l'état excité 1. Cette durée de vie à l'état excité est de l'ordre de la nano à la picoseconde. Lorsque la molécule passe dans un état excité, elle a deux manières de perdre de l'énergie. Soit la relaxation vibrationnelle, donc elle va vibrer et perdre de l'énergie par une relaxation vibratoire. On le voit en vert sur le tableau. Soit par conversion interne, c'est une perte d'énergie sous forme de chaleur. Les flèches violettes représentent l'émission de lumière et donc la fluorescence. De manière générale, toute molécule qui est conjuguée et ou rigide est capable de fluorescence. Pour exemple, on citera la bêta-carotène qui représente une molécule conjuguée, donc qui possède une alternance de double et de simple liaison et donc des transitions de type pi-pi-étoile, ou encore des molécules rigides comme le périlène ou le périlène. Une molécule fluorescente est aussi une molécule qui possède des groupements oxochromes avec des groupements chromophores. Un groupement oxochrome est un groupe d'atomes ou un atome qui est ionisable. Il va modifier la longueur d'onde d'absorption, comme les acides carboxyliques ou les hydroxyliques pour les amines, ou simplement l'intensité de la fluorescence, comme les halogènes. Le chromophore, lui, est un groupement qui possède une alternance de double et de simple liaison. On retrouve aussi de la fluorescence dans les complexes, donc les complexes métalliques, avec un métal entouré de ses ligands. Il y a perte de fluorescence lorsque le peuplement électronique se fait dans des transitions de type Dd. Et en général, les métaux de la deuxième et de la troisième ligne, en partant du rubidium et du césium, fluorescent de manière quasi automatique. L'effet batochrome et l'effet hypsochrome. L'effet batochrome, c'est le décalage de la longueur d'onde d'absorption vers les longueurs d'onde les plus grandes. On appelle ça aussi le redshift. Il existe lorsqu'on augmente la conjugaison, donc la délocalisation, par l'ajout de double liaison, l'ajout d'hétéroatomes qui possèdent un doublé non liant, ou par l'ajout de groupements alkyles. Pour les transitions de type pi-pi-étoile, on retrouve un effet batochrome lorsque la polarité du solvant augmente. A l'inverse, l'effet hypsochrome, appelé aussi le blue shift, c'est le décalage de l'absorption des longueurs d'onde vers les longueurs d'onde plus petites. Il y a perte de coplanéité ou création de liaisons hydrogènes, ou encore lorsque nous sommes en présence d'une transition de type N à pi étoile, lorsque la polarité du solvant augmente. L'effet hyperchrome et hypochrome. L'effet hyperchrome, ça signifie simplement qu'on retrouve une intensité de fluorescence qui augmente. C'est le cas lorsqu'on augmente la conjugaison ou lorsqu'on ajoute des doubles liaisons non conjuguées. Pour l'effet hypochrome, c'est l'inverse, l'intensité de fluorescence diminue. C'est le cas lorsqu'on se retrouve dans l'hypothèse du quenching, donc de la diminution de l'intensité par les collisions des molécules avec les groupements de type halogéné ou oxygéné du milieu, par exemple le solvant, ou l'augmentation de la température.
ou la variation du pH par la création de liaisons hydrogènes ou encore par la création d'agrégats. Donc quand on parle d'agrégats, c'est la molécule en elle-même qui forme des espèces d'amas de tas. Quant au rendement quantique, le rendement quantique, c'est le nombre de photons émis divisé par le nombre de photons absorbés. Il est parfait lorsqu'il est égal à 1. Quant à l'intensité de fluorescence, on peut calculer l'intensité de fluorescence avec l'équation que l'on retrouve sur la diapositive. Quant aux autres notions, on citera la loi classique de Beer-Lambert, de l'absorbance. L'absorbance est égale à epsilon fois L sur C, avec A qui est sans unité, epsilon le coefficient d'extinction molaire qui représente la probabilité d'absorption de photons, L la longueur d'onde de la cuve, et C la concentration. On relie l'absorbance à la transmittance. Hein. On peut également parler de la constante de fluorescence, qui est une constante de type cinétique, en seconde moins 1, que l'on peut relier au rendement quantique et à la durée de vie de fluorescence. Alors, qu'est-ce que la molécule idéale? Une molécule idéale est une molécule qui va répondre aux exigences en fait, du moment, du présent. Par exemple, si on veut qu'une molécule soit un pigment qui soit constitutif des écrans, plasma, par exemple des écrans, on va s'arranger pour que le rendement quantique soit de 1, ce qui n'est pas possible en pratique, mais qui s'approche le plus possible de 1. Que la durée de vie de fluorescence soit la plus longue possible, que la probabilité d'absorption soit la plus grande possible, et bien sûr que cette molécule, qui pour le plus souvent sera un complexe, donc un complexe, un métal avec ses ligands, on va s'arranger pour qu'il n'y ait pas de peuplement des transitions TD et FF. De préférence, il faudra que cette molécule puisse représenter les 3 couleurs primaires. A contrario, si on veut utiliser la molécule comme sonde cellulaire, il y aura d'autres critères qui vont s'ajouter ou bien soustraire. Il faut avant tout que la molécule soit stable, qu'elle soit proche de l'IR, donc de l'infrarouge, parce que quand la molécule est proche de l'IR, on dit qu'elle est dans la fenêtre de tir thérapeutique, et enfin qu'elle soit spécifique au substrat, c'est-à-dire qu'elle soit capable de se lier exclusivement à un endroit de la cellule. Ici, on retrouve l'exemple de la recherche de la molécule désirée et donc de l'optimisation d'un ligand. Sur la gauche, on retrouve un ligand qui possède une composante phényle et une composante pyridine. La composante phényle a un caractère donneur d'électrons, ce sera donc la HOMO, et la composante pyridine a un caractère accepteur d'électrons, ce sera la LUMO. La pyridine, du fait de la présence de l'atome d'azote, est déficient en électrons. Lorsque l'on veut obtenir une molécule qui fluoresce dans le bleu, on aura tout intérêt à augmenter l'écart énergétique entre la LUMO et la HOMO. Pour cela, on va utiliser des ligands de type donneur ou accepteur. Tout ligand de type donneur va augmenter le niveau énergétique, que ce soit de la HOMO ou de la LUMO. Tout ligand de type accepteur va diminuer, stabiliser le niveau énergétique, que ce soit sur la LUMO ou la HOMO. Si on veut donc augmenter l'écart entre la LUMO et la HOMO, on a tout intérêt à mettre un ligand de type R accepteur sur la HOMO et un ligand de type R1 donneur sur la LUMO. On fera l'inverse si on veut obtenir une molécule qui fluoresce dans le rouge. Pour citer un exemple de type accepteur, on peut citer le fluor. Et là, l'exemple de ligand de type donneur, on peut citer le O-méthyle. Je vous remercie pour votre attention.